aux 10 courageux, qui se joignent donc à cet horaire qui est un peu moins pratique que d'habitude, effectivement, pour des contraintes d'agenda. Donc, on est aujourd'hui sur notre troisième webinaire du cycle recyclage chimique, donc par Arnaud. Pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud, donc c'est l'ancien directeur scientifique de ACR et qui est aujourd'hui donc consultant indépendant et professeur Non, ou maître de conf associé. maître de conférence, pardon, à l'université Vous de me donnez Lille. un Je peu ne trop veux de pas. pouvoir là. Ouais. Alors, on va pas survendre, même si tout ça est d'excellente qualité. Et je vais te laisser tout de suite la parole donc pour ce troisième webinaire sur les technologies de thermolyse. Donc, après notre premier webinaire d'introduction, celui il y a quelques semaines sur les technologies de solvolyse. Et donc, aujourd'hui, on passe sur celles qui sont peut-être le plus connu et le plus controversé, donc les thermolyses. Merci À Sophie. toi. Merci à toutes les deux. Donc on poursuit notre cycle, hein. On a fait un premier cycle, comme l'a dit Sophie, vous savez, donc sur l'introduction, et puis on a vu également les technologies de dissolution sélective, qui ne sont pas comment dire, des technologies de recyclage chimique à proprement parler, mais plutôt des technologies de recyclage mécanique, mais on va dire recyclage mécanique avancé. On a vu ensuite la solvolyse la dernière fois. Et cette fois-ci, on va s'attaquer donc à la thermolyse et plus particulièrement à la pyrolyse et à la gasification. Mon discours sera très focalisé quand même sur la pyrolyse en général. Donc, pour rappel, hein, on a dit solvolyse, pardon, recyclage chimique, hein, dégradation des polymères, de la taille des polymères en morceaux, avec deux voies, la voie solvolyse, la voie thermolyse, recyclage physico-chimique en général, et plus particulièrement la dissolution, où on utilise un solvant, mais on ne modifie pas la structure chimique du polymère. Donc, en solvolyse, c'est le solvant ou l'équivalent de solvant qui est le réactif, et on obtient des monomères. Dans la thermolyse, en fait, on va chauffer les plastiques sans oxygène ou en défaut, et on va obtenir, selon les cas, on va pouvoir obtenir, selon les cas, des monomères ou un mélange de substances chimiques qui vont s'apparenter à l'huile. Voire, dans certains cas, notamment dans la gasification, on va plutôt cibler, on va dire, des gaz. Donc, si on se replace un petit peu dans ce contexte, on voit, hein, le recyclage mécanique permet de récupérer, au sens classique du terme, des plastiques formulés. L'objectif de la dissolution sélective, c'est plutôt de commencer à déformuler, donc de se rapprocher plutôt du polymère que du plastique formulé. La solvolyse nous ramène à des monomères, et nous, aujourd'hui, on va travailler sur la thermolyse, et dans la thermolyse, on va obtenir soit des monomères selon les cas, soit plutôt des matières premières type naphta. Donc, on va commencer par les procédés, donc une classification de ces fameux procédés thermiques. Vous connaissez tous l'incinération, hein, qui est à droite. C'est une oxydation complète de la matière avec de l'air à 21%. Combustion classique, et on va transformer, en gros, l'objectif, c'est de transformer le carbone en CO2, l'hydrogène en eau, et les autres atomes, type le soufre et l'azote, vont se transformer en SOx et en NOx. Et donc là, on a la production de chaleur, et le phénomène est exothermique, donc c'est-à-dire il produit de la chaleur. On a l'oxycombustion, là, qui est en fait un système de combustion à l'oxygène. J'en parlerai pas ici, hein, mais ça permet d'éviter d'avoir autant de quantité d'air à faire passer. De l'autre côté, on est plutôt en défaut d'oxygène, c'est-à-dire on va avoir moins d'oxygène que ce qu'on doit convertir. Et l'objectif, hein, dans cette atmosphère contrôlée, c'est soit de produire un solide, du char, du coke, soit de l'huile, c'est plutôt la pyrolyse, soit la gasification qui permet plutôt de viser des espèces de gaz, typiquement du CO, du méthane, de l'hydrogène, de l'éthylène, enfin voilà, ces choses-là. Nous, ce qu'on va cibler, c'est plutôt l'huile,
Et en fait, ces procédés sont endothermiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de chaleur, il va leur falloir apporter de la chaleur. Donc, nous, on s'intéresse aujourd'hui à la pyrolyse et à la gazéification. Et donc, dans le premier, on n'a pas du tout d'oxygène. Et dans le deuxième, on aura un peu d'oxygène qui sera apporté par différentes espèces. Donc, dans le traitement thermique, évidemment, on a en fait ici, donc dans notre catégorisation, la torréfaction, la carbonisation, on vise plutôt un solide et on est dans des températures élevées et des temps de séjour ils diminuent quand on va de plus en plus loin. Donc la torréfaction, c'est des températures faibles, des temps de séjour longs, et la gazéification, c'est des températures très élevées et des températures et des temps de séjour très courts. Donc à la fois, on va jouer finalement dans ces technologies-là sur le temps de séjour, sur la température et également sur la présence d'oxygène ou pas. Dans nos technologies, pyrolyse et pyrolyse cracking qui sont les mêmes, on a en gros 5 grandes voies, mais aujourd'hui, on va en regarder vraiment que 3. La pyrolyse conventionnelle, la pyrolyse micro-ondes, on va apporter de l'énergie par les micro-ondes, ou alors la pyrolyse catalytique, qui est un peu particulière, qui est un peu comme la pyrolyse conventionnelle, mais on va utiliser des catalyseurs en plus pour orienter les réactions et diminuer les températures d'activation, donc les températures de réaction. Alors, quels facteurs gouvernent la pyrolyse? On l'a déjà plus ou moins dit. Il y a la température, c'est le premier élément. Il y a le temps de résidence, combien de temps on laisse les produits. La vitesse de chauffe, c'est-à-dire à quelle vitesse la matière va être chauffée. Est-ce qu'elle va elle va rapidement monter en température ou simplement ça va être un gradient lent de température, ça ne produit pas les mêmes choses. Et puis le type de réacteur, on verra un peu après. Donc nous, en général, dans la pyrolyse, on va s'intéresser plutôt à ce qu'on appelle la pyrolyse rapide, qui va se dérouler aux alentours entre 400 et 700 degrés, c'est souvent les données. On est en général entre 10 et 100 degrés par seconde d'augmentation de température et les temps de résidence sont relativement faibles. Et là, on va plutôt orienter, donc comme vous le voyez dans les 3 exemples, vous le voyez, on oriente plutôt vers l'huile que vers le char, donc le charbon, le solide, ou le syngas. À l'inverse, plus on va vite, plus on va haut en température, plus c'est rapide. Vous voyez, on oriente plutôt le gaz. Alors, vous avez plein de technologies de pyrolyse. Donc, il y a plein de types de pyrolyseurs. Je vous ai mis quelques acteurs avec à chaque fois leur technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas vraiment bien qui fait quoi. C'est vraiment des données qu'on a récupérées dans la littérature. Et tout ça reste à confirmer. Mais en gros, on a le choix entre ce qu'on appelle des lits fixes, qu'on voit ici. On voit des lits fluidisés qu'on retrouve ici, qui sont des technologies qu'on retrouve ailleurs. On peut retrouver des systèmes plutôt avec des vis sans fin et des réacteurs avec des vis sans fin, des fours rotatifs et également des systèmes de réacteurs agités. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal d'acteurs, on va dire. Et en fait, quand on regarde un peu et quand on fait la biblio, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une centaine d'acteurs qui développent des technologies de pyrolyse. Alors, vous avez des éléments, et je vous les ai résumés ici, tirés d'un papier scientifique. En fait, les lits fixes, c'est les plus simples, mais c'est également souvent les plus difficiles à opérer, à mettre à l'échelle, alors qu'à l'inverse, les lits fluidisés, ils ont des vrais intérêts, notamment en termes de transfert de chaleur qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Les contacts sont plus faciles, mais par contre, dès que ça se défluidise, c'est-à-dire que dès que vous n'avez plus un lit fluidisé, vous pouvez avoir des contractions et c'est plus coûteux globalement en investissement. À l'inverse, ce que vous voyez, screw kiln, ça, c'est les réacteurs à vis. Pour le coup, là, on a des bons contrôles en temps de résidence, en scale-up, en mise à l'échelle, c'est assez simple. Par contre, les transferts thermiques ne sont pas terribles et puis les coûts de maintenance sont souvent pas évidents.
Et puis enfin, on a toute la technologie micro-ondes. Alors la technologie micro-ondes, elle a deux intérêts. D'une part, les temps de chauffage qui sont rapides et les investissements qui sont faibles. Également, ça permet une électrification du procédé. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'en réduire finalement l'empreinte environnementale. Là, par contre, la difficulté, hein, c'est que c'est des technologies qui sont pour l'instant pas encore arrivées à des TRL ultra élevés. Hein. On commence à voir, il y a quelques exemples aujourd'hui, notamment PyroWave avec Michelin qui a un projet en France. Mais ça reste encore des technologies naissantes, mais qui vont faciliter l'électrification des procédés. Ce qu'on voit très clairement, c'est que quand on fait de la pyrolyse, en fait, la charge entrante, elle est clé. Pourquoi elle est clé? Parce qu'on voit très bien que quand on a une charge plutôt plastique, globalement, on va obtenir plutôt un bon rendement en huile. Par contre, dès qu'on a plutôt de la matière organique, donc des papiers, donc du bois, donc ces choses-là, ben, très vite, c'est le biochar qui prend le pas. Et donc, en fait, au final, globalement, on va plutôt se retrouver avec du char. Et nous, en pyrolyse, hein, en général, ce qu'on cherche, c'est plutôt à avoir de l'huile pour pouvoir derrière la réengager dans un vapocracker pour pouvoir reproduire des plastiques ou en tout cas des produits chimiques. Alors qu'avec le char, ben, on ne fera pas grand-chose. Au mieux, il faudra derrière le gazéifier pour reproduire de l'énergie et reproduire du syngas. Donc, ce n'est pas forcément la technologie la plus adaptée, on va dire, pour des mélanges plastiques organiques. Si on va un cran plus loin, en fait, si on regarde dans les plastiques, ben, en fait, on voit assez clairement que certains plastiques ne sont pas forcément souhaitables en pyrolyse. En particulier le PET et le PVC. Pourquoi le PET et le PVC? Parce qu'en gros, le PET va faire beaucoup de gaz, beaucoup de char, hein, puisqu'on est majoritairement gaz et char. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'huile. Le PVC, lui, il est très, très embêtant, tout simplement à cause du chlore. Il va générer énormément de chlore. Qui dit chlore dit des risques de corrosion dans les systèmes, des huiles de pyrolyse pleines de chlore. Et donc ça, c'est plutôt négatif pour l'huile de pyrolyse. Donc en gros, pour faire simple, ce qu'on voit, et on voit très clairement, c'est que en fait, certains plastiques vont se dépolymériser de manière très efficace. C'est le cas du PS et du PMMA, qui vont en fait conduire, essentiellement pour le PS au monomère de départ, c'est-à-dire le styrène, pour le PMMA à du métacrylate de méthyle. Et donc ça, l'intérêt, c'est que quand on a le collier de perles, finalement, le collier de perles se casse bien perle à perle. Dans d'autres cas, et notamment les mélanges, les PE, j'ai mis PE, pardon, il faudrait que je change, c'est PE-PP. En gros, là, la particularité, c'est que que ce soit la chaîne de PE ou que ce soit la chaîne de PP, en fait, la cassure, elle se fait un peu de manière aléatoire. Ce qui fait qu'on va avoir des espèces un peu de toutes les tailles, beaucoup de paraffine. Et donc, ben, en fait, finalement, c'est pas intéressant, en tout cas pour reproduire directement du plastique, puisqu'on n'obtient pas des monomères, on obtient plutôt en fait un mélange de paraffine. Et donc, ces paraffines, on est plutôt, on va dire, dans un substitut de naphtha, ce qui nécessite en fait de passer par un vapocracker pour régénérer de l'éthylène ou du propylène ou du butadiène ou autre chose. Donc, en fait, va pouvoir distinguer en fait en fonction de la charge entrante et en particulier des polymères de la charge entrante. Si on a plutôt une dépolymérisation sélective, avec le PS et le PMMA, c'est typiquement le cas, alors qu'avec des mélanges de plastique ou avec du PE et du PP, ben, on va obtenir forcément des substituts de naphtha qu'il faudra repasser au vapocracker. Alors, à côté de ça, forcément, hein, quand on veut aller un peu plus loin, ben on va s'intéresser, et je pense que ça ressemble plutôt on va dire, à la deuxième génération de pyrolyse par rapport à la pyrolyse qui existe aujourd'hui.
c'est ce qu'on appelle la pyrolyse catalytique. L'avantage de la pyrolyse conventionnelle, hein, c'est que souvent, en fait, c'est relativement simple, c'est assez flexible, mais finalement, on gère pas trop le système. On gère pas trop le système, c'est-à-dire quand on opère à haute température, on contrôle pas trop on a du mal à contrôler ce qu'on fait. Dans la pyrolyse catalytique, en fait, ce qui est intéressant, il y a deux éléments qui sont intéressants souvent. C'est que finalement, on opère à plus basse température, on a des meilleurs rendements en huile et surtout, on va catalyser les réactions. Donc, comme on catalyse les réactions, on est capable d'orienter plus favorablement les réactions vers des choses qui nous intéressent, vers des espèces qui nous intéressent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a des temps beaucoup plus courts de réaction, on a des coûts de production qui sont réduits, des coûts énergétiques, et donc forcément des coûts environnementaux qui sont réduits. Et comme c'est indiqué, hein, finalement, on peut réussir finalement à mieux distribuer les espèces qu'on veut et éviter peut-être des espèces qu'on ne veut pas. Par contre, le gros inconvénient de tout ça, c'est que comme on a des catalyseurs, forcément les catalyseurs se font désactiver par un certain nombre d'impuretés, et notamment le chlore ou l'azote. Donc ça, c'est un souci. Et la matière organique qui a tendance à charboniser, souvent, elle va venir se mettre dans les pores du catalyseur et venir gêner, en fait, ou empoisonner, entre guillemets, le catalyseur. Alors, on a des différentes techniques, hein, on a le choix, hein, on peut passer en fait on peut mettre typiquement le catalyseur directement dans le lit fluidisé. Dans ce cas-là, le catalyseur il est directement en contact avec les plastiques et avec les vapeurs et les huiles en contact. Ou alors, on peut avoir des systèmes à deux étapes, c'est-à-dire on commence par réaliser une première pyrolyse conventionnelle. Et après, les espèces qui se dégagent de cette première pyrolyse vont passer à travers le catalyseur et faire ce qu'on appelle un craquage catalytique, en fait, et vont permettre de réduire la taille des molécules et donc permettre de récupérer et d'orienter beaucoup plus, et notamment vers des molécules de petite taille. Alors, vous avez quelques acteurs qui développent ce genre de technologie. Aujourd'hui, le plus connu, celui qui a fait beaucoup d'annonces ces dernières semaines, c'est LyondellBasell qui a annoncé une usine du côté de l'Allemagne basée sur la technologie du Karlsruhe Institute of Technology qui est basée justement sur cette technologie de pyrolyse catalytique. D'autres sont connus, hein, vous connaissez certainement Quantafuel dans lequel BASF a investi, Green Mantra, Biorenova qui vient d'être acheté par NextChem, qui est la filiale de Mertech Nimon, et Anelotech qui a une technologie, elle, qui vise plutôt à produire des benzènes toluène-xylène, donc qui sont des espèces aromatiques un peu plus complexes, donc avec des systèmes catalytiques un peu plus complexes que plutôt de produire des choses comme de l'éthylène, du propylène, du butadiène. Alors, vous avez à nouveau hein, ici quelques éléments. Hein. Donc, comme je vous disais, pyrolyse conventionnelle, on obtient plutôt des huiles lourdes avec des impuretés, avec des faibles niveaux d'octane, des gaz en faible quantité, beaucoup de CO, de CO2. Et puis, dans les chars, souvent, il y a des grosses quantités, donc ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, ça demande une grosse quantité d'énergie. À l'inverse, la pyrolyse catalytique, hein, vous voyez, ça permet de supprimer une partie des impuretés. C'est moins demandeur en température, c'est moins demandeur en énergie. Ça peut décroître légèrement le rendement en huile. Par contre, hein, ça permet d'avoir des chaînes beaucoup plus courtes et un bien meilleur contrôle dans l'huile de pyrolyse. On a un petit peu plus de gaz quelquefois et on a également des gaz plutôt composés en C3, C4 qui peuvent être quelquefois intéressants. Et par contre, on a le cas où on arrive à décroître en particulier la production de solides qui ne nous intéressent pas. Alors bon, je vous passe sur les catalyseurs. Hein. Bon, c'est souvent, il y a plein de choses autour de ça. Ce qui joue, c'est la surface, donc le nombre de trous.
en fait, dans le catalyseur qui permet de faire passer plus de matière. La taille aussi, hein, plus les pores sont petits, plus c'est sélectif de certaines choses. L'acidité, la structure. Bon, ça, c'est vraiment les éléments qui jouent essentiellement là-dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, hors pyrolyse micro-ondes, mais la plupart du temps, en fait, la pyrolyse est un système, ce qu'on appelle autotherme. C'est-à-dire que la pyrolyse étant endothermique, il lui faut de la chaleur euh, pour fonctionner. Sinon, elle va s'éteindre d'elle-même. Pour fournir cette chaleur, souvent, ce que les opérateurs font, c'est qu'ils vont utiliser la partie gazeuse, qui est difficile qu'on n'arrive pas à piéger. Ils vont la brûler directement. Et en brûlant cette partie qui est composée de méthane, de CO, d'hydrogène et d'autres composés organiques de chaîne courte, en fait, va permettre à la combustion d'alimenter en chaleur la pyrolyse, comme on le voit ici, et donc derrière de ne pas perdre ces fractions gazeuses et donc de les utiliser. Le problème de cette stratégie-là, en fait, c'est que vous allez brûler des gaz dont vous avez une gestion peut-être ou des éléments un peu limités. C'est ce qu'indiquait dans un rapport du JRC, ou de l'ECHA, pardon, un petit élément d'inquiétude, c'est que quand on va alimenter le pyrolyseur quand on va brûler ces gaz, en fait, si on a certains composés pas terribles, typiquement du HCl, du HBr, et qu'on ne brûle pas dans des conditions adéquates, ben on a des risques de formation de substances problématiques, hein, typiquement HCl, HBr, HAP et autres. Donc ça peut être un sujet, d'où l'importance en fait d'avoir finalement, hein, encore une fois, le moins d'éléments chlorés dans le système. Et vous connaissez ça, hein, c'est le même problème, on va dire, sur les CSR typiquement. Alors, aujourd'hui, technologiquement, voilà, je vous ai mis quelques acteurs hein, de ça, mais il faut savoir qu'il y en a énormément aujourd'hui. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur une base de données là-dessus. C'est très, très. Ouais, ça se développe énormément. Je vais essayer de vous donner quelques exemples, hein, au-delà de ceux que je vous ai déjà donnés. Euh, en pyrolyse sélective, donc je vous ai dit, il y a le PS et le PMMA. Pour le coup, dans le PS, les acteurs les plus connus aujourd'hui, très clairement, c'est Indaver. Pourquoi Indaver? C'est celui qui a remporté l'appel d'offres Citeo pour la valorisation du polystyrène pour une usine en Belgique. Agilix a aussi beaucoup évoqué, a beaucoup aussi évoqué le polystyrène. Bizarrement, il y a eu un papier indiquant qu'ils avaient un projet en France, mais on n'en a jamais vu, j'en ai jamais vu d'autres. Donc, est-ce une erreur de communication, un papier qui est sorti trop tôt? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, un jour, il y a une info qui est sortie comme quoi Agilix avait un projet en France. Recycling Technologies, il y avait un projet en France avec Ineos à Vingles, ici dans le nord de la France. Et puis, depuis, Recycling Technologies a fait faillite. Donc, plus de nouvelles, mais c'était un des acteurs. Et puis, le projet qui aujourd'hui devrait voir le jour, c'est le projet de PyroWaves avec Michelin du côté de Clermont, par là. Et qui est un projet, hein, comme je vous l'ai dit, PyroWave de pyrolyse micro-ondes. Côté PMMA, aujourd'hui, on a quelques acteurs qui avancent aussi sur le sujet. Couperion, en premier, hein, qui est un fabricant d'extrudeuses, qui a un process de pyrolyse du PMMA en extrudeuse. Sumimoto également, Chemical, qui avait un projet. Agilix, qui avait annoncé ça. JSW aussi, qui est un autre extrudeur, hein, une filiale de Japan Steelworks Europe, qui a développé un process dans le cadre du projet MATU, un projet européen hein, dans lequel il y avait notamment Arkema et Écologique. Et eux ont des projets d'implantation de leur technologie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Couperion, ils ont un projet de souvenir du côté des Émirats, je crois, du côté d'Abu Dhabi ou
ou du Qatar. Et enfin, Biorenova, hein, qui a un projet, qui ont des projets hein, et des velléités de se développer en Italie. Donc la filiale maintenant qui a été rachetée par Nextchem. Et celle-ci prévoit aussi de développer l'application polystyrène et l'application plastique to plastique à partir de plastique en mélange. Côté plastique en mélange, on retrouve Indaver, on retrouve Agilix, on retrouve Recycling Technologies, et puis on en a d'autres. Le plus connu étant Plastic Energy, hein, qui est celui qui aujourd'hui opère réellement en Espagne. Les deux projets en France de Total et de Exxon à Port-Saint-Jérôme sont avec Plastic Energy. Plastic Energy qui a ouvert également aux Pays-Bas récemment une usine avec Sabic. Et puis, ben, vous en avez d'autres, hein, vous voyez, il y en a, bon, il y en a énormément d'autres. Je ne peux pas vous les citer tous, tant il y en a. Donc ça, c'est plutôt la voie plastique to plastique, qui est plutôt européenne. Et puis de l'autre côté, outre-Atlantique, on a beaucoup de projets plastique to fuel qui tournent déjà plus ou moins, mais qui restent une activité ultra controversée, ce qu'on peut comprendre. Alors, dans la voie un plastique to plastique, nous, on se retrouve finalement avec, quand on a de l'huile de pyrolyse, on se retrouve avec un substitut de nafta. Ce nafta, finalement, on peut l'utiliser soit en réformage catalytique hein, pour faire des BTX, donc, qui nous permettra finalement d'arriver à des choses comme du polystyrène, voire comme du paraxylène pour faire de l'acide téréphthalique, on est là ou du vapocraquage. Et l'idée du vapocraquage, c'est plutôt de produire des oléfines de type éthylène-propylène pour refaire hein, du polypro ou du polyéthylène haute densité, basse densité, voire du PVC. Alors, le vapocraqueur, c'est un système éminemment complexe et en plus très exigeant. Quand je dis très exigeant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer n'importe quoi dans ce système-là qui, en fait, utilise beaucoup de catalyse. Et donc, étant très exigeant, je vous l'ai expliqué, dès qu'on a de la catalyse, ben, on n'aime pas trop les hétéroatomes, des atomes comment dire, un peu exotiques et des hétéroatomes type le chlore, l'azote, le soufre, tout ça, on n'aime pas trop. Et après, bon, ben, vous voyez, hein, il y a plein de choses. Hein. C'est un système qui est éminemment complexe. Alors, ce qu'on voit hein, quand on réalise de la pyrolyse, ben, c'est que, en gros, quand on pyrolyse du PP, du PE, ben, on va obtenir essentiellement des paraffines et des oléfines, c'est-à-dire des hydrocarbures linéaires. Alors que quand on va pyrolyser du polystyrène ou du PET ou du PVC, ben on va se retrouver entre autres avec un peu de paraffine, mais surtout hein, des aromatiques. Et les aromatiques ne se traitent pas de la même façon que les paraffines et les oléfines. Donc en fait, très souvent, il est nécessaire, il va falloir être assez stringent, assez strict dans les, dans les, dans les caractéristiques, les spécifications techniques des intrants dans les pyrolyseurs. Et puis également, en sortie de pyrolyseur, ben, souvent, il est nécessaire de mettre des technologies finalement de purification de ces huiles de pyrolyse. Alors, vous avez des acteurs, hein, typiquement Technip Energy, qui développe des technologies de pyrolyse, Nest, BASF, j'ai oublié de mettre, il y a également Axens qui développe une technologie de purification des huiles de pyrolyse qui s'appelle Rewind Mix. Et comme vous le voyez ici plutôt sur la droite, vous voyez très clairement que, en fait, vous avez les taux d'impureté, des différentes impuretés dans les différentes, on va dire, fractions d'huile de pyrolyse, les fractions légères, les fractions moyennes, les fractions lourdes. Et les limites industrielles, en fait, pour rentrer ça dans les systèmes de vapocraqueurs. Et vous voyez très clairement que beaucoup de ces paramètres-là sont souvent largement au-dessus, enfin, pardon, les limites sont largement au-dessus de ce qui est acceptable. Donc, en fait, très souvent, bah, il faut vraiment
éliminer toutes ces impuretés avant de pouvoir aller dans les systèmes industriels. Donc ça veut dire qu'en fait, on est obligé de faire, quand on part sur l'idée pyrolyse, huile de pyrolyse, évapocraquage, il faut souvent mettre une étape de purification qui est nécessaire pour éliminer tous les métaux, tous les minéraux, et voire même traiter les substances oxygénées, éliminer les substances oxygénées et éliminer les oléfines. Donc, finalement, sur cette histoire de gazéification, en fait, on voit très clairement que pour le PS, pour le PMMA, ça, c'est plutôt réglé, ça se dépolymérise bien. Donc, avec un flux très enrichi en PS et en PMMA, on va obtenir essentiellement du styrène et du MMA qu'on pourra facilement, en plus, ça se purifie assez bien, distiller, purifier pour récupérer les monomères et les réengager directement. Alors que pour des flux, soit de plastique en mélange, mais finalement, dans la réalité des choses, plutôt des flux de PEPP, on va avoir essentiellement de l'huile de pyrolyse. Et pour avoir un bon contrôle de l'huile de pyrolyse, on va avoir des compositions moyennes en entrée, des caractéristiques moyennes, des cahiers des charges qui vont être très resserrés finalement. Là où on vous disait, ouais, on peut prendre tout et n'importe quoi, en fait, la vérité, et ça c'est une étude de Nomia qui est parue récemment, il disait, en fait, en gros, on a un minimum de 85% de polyoléphine, une très faible humidité, une contamination totale max de 15%, et dedans, on ne veut pas de PVC, donc moins de 1% de PVC, pas trop de substances oxygénées type PET, EVOH, ou alors d'amines type polyamide. PS, on tolère, mais quand même, ça se limite. Et puis, les organiques, max 10%, pas trop d'autres saletés. Comme je vous ai dit, les procédés sont plus ou moins tolérants en impureté. On l'a vu un petit peu en fonction des différents types de réacteurs. Ils sont plus ou moins efficaces chimiquement, énergétiquement et écologiquement. Et donc, finalement, toutes ces spécifications, elles vont varier selon finalement le pré-traitement de l'opérateur, sa technologie, ce qu'elle est capable de supporter, les spécifications du client final. Est-ce que c'est une huile de pyrolyse qui va directement utiliser pour un vapocraqueur, ou est-ce qu'il va faire par exemple comme Claritaire où il fait des cires, des solvants et puis d'autres choses. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas les mêmes degrés d'exigence puisqu'on ne passe pas dans un vapocraqueur, et évidemment de son équilibre économique. Il n'y a pas de secret là-dedans, c'est toujours l'équilibre économique qui gère. Côté gazéification, donc la gazéification ici, on est dans un système où on a un petit peu d'oxygène qui est apporté, en fait, cet oxygène, il est apporté en fait par un agent, ce qu'on appelle un agent gazéifiant. Donc, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'oxygène, enfin, c'est variable. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la gazéification conventionnelle, on traite directement à haute température avec l'agent gazéifiant. La gazéification plasma, qui n'est pas aujourd'hui qui est la plus efficace. Et puis après, ce qu'on appelle la pyrolyse avec le réformage en ligne. On commence par une première étape de pyrolyse et derrière, on va peu à peu, en fait, partir sur de la gazéification, c'est-à-dire qu'on va transformer les vapeurs lourdes en gaz. Donc là, on cherche vraiment à produire plutôt du gaz, ces fameux syngaz ou gaz de synthèse, et celui-ci, il est en général composé de molécules à chaîne très courte, en C1, en C2, voire en C3, mais pas beaucoup plus, c'est-à-dire en gros du CO, du méthane, de l'hydrogène s'il n'y a pas de carbone, et puis on peut avoir de l'éthylène, de l'éthène, des choses comme ça. Alors, encore une fois, les paramètres qui gouvernent la gazéification, d'une part, c'est la charge, la composition matière, la composition chimique, le procédé,
le type de réacteur, le lit, la température, le temps de séjour, la vitesse de chauffe, et puis ce qu'on appelle aussi l'équivalence ratio, c'est-à-dire la quantité d'agents gazéifiants, d'oxygène qu'on va introduire dans le système. Et puis également, ce qui va dépendre, ce qui va nous intéresser ou pas, c'est qu'est-ce qu'on fait comme utilisation derrière. Est-ce qu'on fait une utilisation purement énergétique du gaz ou chimique? Ce qu'on voit très clairement concernant la composition matière, en fait, c'est que la gazéification est beaucoup plus tolérante que la pyrolyse. La pyrolyse, elle n'aime pas l'oxygène. Alors que là, et donc forcément, ben, si elle n'aime pas l'oxygène, elle n'aime pas qu'il y ait des substances oxygénées dans la pyrolyse. Alors que dans la gazéification, elle s'en fiche un peu, puisque de toute façon, on va en importer. Et l'intérêt aussi, c'est comme on est à plus haute température, ben, on tend à générer aussi moins de solides. Par contre, comme je vous l'ai dit, on est à haute température, hein, on est plutôt, hein, si vous vous souvenez, je vous ai dit 400, 700 pour la pyrolyse. Bah souvent, la gazéification, on est au-delà, on est entre 500 et on peut monter jusqu'à 1002. Et on peut avoir nécessité de mettre de l'oxygène pur, de la vapeur. Hein, donc ça fait tout ça, ça fait un coût environnemental qui augmente encore dans le système. Et dans la gazéification, si on veut refaire des plastiques, ben, et on est redescendu très très loin parce qu'on est descendu à des molécules toutes petites qu'il va falloir derrière remonter jusqu'à être capable de produire des monomères. Alors évidemment, ben, comme vous voyez, hein, on a encore une fois différents systèmes avec des systèmes où on va injecter l'agent gazéifiant par le bas, la matière à gazéifier par le haut, et puis ben, on va avoir un système qui se met en place progressivement jusqu'à avoir en fait bah, les gaz qui sortent par en haut. On a de la même façon hein, les systèmes de gazéifieurs avec comment dire des lits fluidisés hein, en bas et on injecte la biomasse en bas et puis on envoie l'agent gazéifiant tout petit, léger, à faible vitesse hein, pour éviter qu'il y ait trop de choses qui s'envolent. C'est typiquement, hein, c'est celui-ci, c'est typiquement le réacteur d'Enerkem. Alors Enerkem, vous connaissez probablement, c'est l'un des plus gros opérateurs aujourd'hui qui développe les technologies de gazéification. Et puis après, on a des mélanges, on a des systèmes doubles, hein, des systèmes doubles où on va avoir deux réacteurs combinés, comme vous pouvez le voir ici, hein, avec un double réacteur hein, qui permet d'être plus efficace. Et puis le dernier, c'est un réacteur, comment dire, à pulvériser, où on envoie vraiment de la biomasse pulvérisée, ou en tout cas des produits pulvérisés. Alors vous avez évidemment hein, des éléments qui vous donnent les différents types de systèmes, hein, lit fluidisé ou lit fixe, descendant ou montant. Évidemment, plus on va aller vers la droite, plus on a des systèmes complexes, forcément avec des coûts beaucoup plus longs. Et puis après, bah, ça dépend du contrôle qu'on peut réussir à faire là-dedans. Le problème, en fait, très souvent, hein, quand on fait des systèmes comme ça, avec différents plastiques, en fait, le problème, c'est que on va voir se former en fonction de la sévérité du système, hein, entre 300 et 1000, entre 700 et 1000, pardon. On peut avoir la formation hein, de goudrons qui vont se former de plus en plus, et ça, ben, souvent, ça tend à dégrader un peu la réaction et donc le rendement finalement de notre gazéification. Alors, ce qui est important, c'est surtout, c'est aujourd'hui quel usage pour le syngas. Alors, pour le syngas, vous avez plein de choses possibles. Hein. La première chose, hein, la chose la plus simple, c'est de le brûler directement et de faire finalement de produire directement de l'énergie. Mais là, on est en valo énergétique, donc pas forcément intéressant pour faire des plastiques, en tout cas pour circulariser les plastiques. Le deuxième, on peut faire du méthane. En fait, on fait une réaction dite de méthanation, c'est-à-dire qu'on va faire réagir
le CO avec l'hydrogène présent, avec des catalyseurs, et puis on peut produire du méthane. On peut également produire du méthanol. Alors là, l'intérêt de produire du méthanol, hein, c'est que ça ouvre plein d'autres possibilités en matière de chimie, sachant qu'en plus, le méthanol est un composé chimique extrêmement important de manière générale. Et là, pareil, hein, CO plus 2H2, ça va donner du méthanol. Ensuite, on peut faire, hein, avec le CO, en fait, on peut faire la fameuse réaction qu'on appelle le water shift. Et le water shift, c'est faire réagir le monoxyde de carbone avec de l'eau. Et là, on va générer du CO2 et surtout, on va générer de l'hydrogène. Et là, pour le coup, hein, ça devient intéressant d'avoir de l'hydrogène parce que, pareil, l'hydrogène, on en a besoin pour énormément d'applications, vecteurs énergétiques, mais également beaucoup de réactions chimiques qu'on a aujourd'hui, hein, typiquement. L'exemple, hein, la production d'engrais, d'ammoniac pour les engrais. La production d'ammoniac, hein, c'est une réaction entre de l'hydrogène et l'azote de l'air. Ça sert aussi énormément, hein, pour notamment, hein, dans le vapocraquage et dans les technologies, dans les usines pétrochimiques, on a besoin d'énormément d'hydrogène. Et puis, on a la fameuse dernière étape possible avec le syngaz, c'est de faire ce qu'on appelle les réactions de Fischer-Tropsch. Les réactions de Fischer-Tropsch, en fait, c'est l'idée en partant d'un syngaz, de reproduire des choses comme des fuels, des huiles qu'on va pouvoir derrière passer en vapocraqueur. Mais vous imaginez, hein, on est redescendu très très bas, on doit reproduire du pétrole pour reproduire derrière du nafta, ou en tout cas un équivalent de nafta. Donc, pour faire tout ça, en fait, c'est le ratio qu'on obtient en fait entre CO et H2 qui va gérer en fait, ou qui va nous dire vers quelle voie on peut avoir. Donc, il faut se débrouiller pour essayer de contrôler ce ratio plus ou moins bien. Et ça va être contrôlé par la techno, hein, le fameux équivalence ratio, la charge de pyrolyse, le réacteur. Et en fait, à partir de ça, comme c'est indiqué ici, vous voyez, hein, on peut faire plein de choses, hein. Quand on a des ratios élevés H2 sur CO, ben, on peut faire, hein, forcément de la génération d'électricité, d'énergie, de l'hydrogène directement pour utiliser dans plein d'autres choses. Et puis, quand on a un ratio 1 pour 2, en fait, en gros, 2 hydrogènes pour un CO, ben là, pour le coup, typiquement, on tombe sur la voie méthanol. Et puis, vous voyez, on peut faire plein de choses, hein. Produire du diméthyléther, du formaldéhyde, de l'acide acétique, du méthylacétate, enfin bref. On ouvre en fait toute la voie de la chimie de synthèse. À l'inverse, pour un Fischer-Tropsch, on va faire plutôt un ratio légèrement supérieur à 2. Et pour de l'éthanol, on peut faire de l'éthanol aussi. Là, il faut un ratio plutôt inférieur à 1. Donc, ça vous donne un peu une idée de où on peut aller. L'application la plus connue, évidemment, c'est l'usine d'Enerkem. Donc, c'est la technologie d'Enerkem. Enerkem, eux, ils prennent plutôt des déchets des OMR et un peu de mélange hétérogène trié. Ils ont un système de lit fluidisé à bulles où ils vont récupérer une partie de la chaleur et à partir de là, ils vont faire une réaction catalytique pour produire quoi? Pour produire essentiellement du méthanol. Donc, ils parlent de 365 000 tonnes de déchets d'après leur site et ils arriveraient à 220 000 tonnes de méthanol. L'autre exemple, et ça pour le coup, j'ai eu l'occasion de la visiter lors d'un voyage au Japon à l'initiative de l'ambassade de France et du ministère de l'Environnement, c'est la société Showa Denko qui est juste à côté de Tokyo et qui exploite en fait un gazéifieur qu'on voit là, hein, avec deux températures différentes. Et leur idée, en fait, c'est quoi? C'est ils récupèrent tous les emballages ménagers hors PET, notamment de la ville de Tokyo. Ils passent ça dans leur gazéifieur. Ils sortent un mélange CO plus H2. Ils font en plus un water shift pour récupérer essentiellement de l'hydrogène et un peu
de CO2. Et derrière cet hydrogène, il est utilisé pour produire de l'ammoniac qui servira d'engrais. Et le CO2, il le récupère et il le comprime pour fabriquer de la carboglace et des bouteilles de gaz pour gazéifier les sodas. Donc, typiquement, en fait, ça, c'est une des applications. Ça tourne depuis de nombreuses années, hein, vraiment, vraiment, depuis assez longtemps. Vous voyez, hein, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Hein, ils sont obligés de traiter un peu le système pour éliminer le HCl. Ils ont deux températures différentes dans le four, une à basse température, une à haute température. Ils injectent de l'oxygène et de la vapeur d'eau. Donc, l'empreinte environnementale est quand même assez importante. Alors, pour conclure, comme je vous ai dit, hein, conclure, ben, en gros, si on regarde pyrolyse, très clairement, PSP-MMA, c'est de la dépolymérisation, hein, c'est une pyrolyse avec des polymérisations sélectives. Polyoléfine, on est plutôt en cracking. Et dès qu'on fait plastique en mélange, en fait, dans la réalité, la plupart, c'est plutôt polyoléfine et quelques autres trucs à côté. Donc, très souvent, il faut, entre guillemets, upgrader, c'est-à-dire purifier l'huile de pyrolyse avant qu'elle puisse être utilisée dans les vapocrackers. De son côté, la gasification, elle est plus tolérante, c'est-à-dire, par exemple, elle accepte de la biomasse plus facilement, mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus énergivore et puis elle nous fait retourner beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur de la pétrochimie. Et si on veut refaire des plastiques, ben, il faut retransformer le gaz de synthèse en NAFTA par réaction de Fischer-Tropsch. Donc, il faut encore dépenser de l'énergie pour ça. Globalement, quelles que soient les technologies, on voit toujours qu'une forme de tri reste nécessaire. Pourquoi? Parce que certains polymères restent indésirables, notamment hein, tous les polymères halogénés et typiquement le PVC qui vient dégrader la qualité des produits. Et donc, aujourd'hui, on a encore un peu de travail à faire, notamment sur tous ces polymères qui contiennent des halogènes. Donc, j'en ai fini là. J'espère que j'ai gardé le temps. Oui, je suis dans les temps. Merci pour votre attention et puis je suis à votre écoute pour les questions. Oui, parfaitement dans les temps, Arnaud. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions chez les participants d'aujourd'hui qui se sont un peu étoffés depuis tout à l'heure? Pas pour l'instant. Bonsoir. Voilà, Ah, il y a un micro qui s'est allumé. super. Nicolas, je vois. C'est ça, oui, bonsoir. Oui, Je m'excuse, du coup, je voulais poser une question, je voulais lever la main, mais j'ai pas vu où il fallait le faire. oui, c'est pas Euh, évident sur Zoom d'identifier où on doit lever la main. Je suis d'accord avec toi. ça change un peu, bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis permis de prendre la parole, c'était pour savoir si en France, il y avait déjà des projets pyrolyseurs ou gazéificateurs qui étaient Mhm. capables de prendre du déchet plastique en mélange, du coup. Des projets Ben, à l'échelle, déjà à l'échelle industrielle, ou c'était encore vraiment que des projets plus R&D? attendez, alors bougez pas. Je vous sors un truc pour que vous puissiez voir. Juste un instant, je vous sors comme ça va étayer plus facilement. C'est vrai que je ne l'ai pas mis cette fois-ci. Je vais essayer de le retrouver. Hop, juste un La instant. carte des projets? Ouais. Hop. Alors, je ne l'ai pas. Elle est quelque où? Non, je ne la vois pas. Attendez, excusez-moi. Il faut juste que je la trouve. Euh, voilà. Hop. Alors, attendez. Est-ce que j'ai coupé? Je vais pas là. Je vais partager à nouveau. Ça ira mieux. Projet d'implantation. France. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez là ma diapo. Je vais la mettre en grand peut-être. Est-ce Ça que sera vous mieux. voyez? Ouais, parfait. C'est bon? Donc, pour répondre à votre question, Nicolas, aujourd'hui, il y a deux projets en France qui ont été clairement annoncés. Hein. Il y a celui de ExxonMobil, comme je vous ai dit, avec Plastic Energy.
Alors, même si on vous indique plastique en mélange, ce sera ce que je vous ai dit, hein, ce sera des flux surtout de polyoléfines, PEPP, alors PEHD, PEBD et PP. Faut récupérer leur cahier des charges pour vraiment avoir une idée précise de ce qu'ils demandent, mais globalement, je pense qu'on peut se fier à Eunomia qui a interrogé un certain nombre d'acteurs et qui était plutôt sur cette voie-là. C'est ce qu'on suppose depuis très longtemps, hein. Et Plastique Énergie avec Total à Grand Puy également qui prendra des flux de PEPP. Ensuite, on a Valorigène également. Alors, je ne sais pas très très bien quelle est leur technologie, hein. On n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, mais ils ont indiqué ils avaient une technologie de recyclage chimique, très probablement par pyrolyse de film, là plutôt du film PE. Pyroweight, je vous ai dit, c'est du PS. Et là, pour le coup, si c'est de la pyrolyse micro-ondes, c'est de la pyrolyse micro-ondes de polystyrène, ils vont demander des flux plutôt purs alors purs, on s'entend. Ce sera plutôt 90-95% à mon avis de, de PS. Et puis, on a eu Macaon. Vous savez, Macaon a été lauréat récemment de l'appel d'offres Citeo sur les films. Et Macaon a indiqué avoir un projet d'implanter à côté de leur usine, ou en tout cas d'avoir un projet de pyrolyse. Mais je vous avoue ne pas en savoir plus à date. Voilà, Nicolas. Merci beaucoup. Il y avait une question dans le chat, je crois. Oui, alors, Alors, est-elle? sur les PE, la réticulation a-t-elle un impact sur le procédé? Ça, c'est une bonne question. Il faut savoir que dans la réticulation, il y a plusieurs formes de réticulation. Hein, il y a des réticulations silanes, il y a des réticulations plutôt directes, on va dire. Enfin, de souvenir, il y a 3 réticulations. Globalement, je ne vois pas pourquoi les réticulations auraient un impact sur la pyrolyse, en tout cas sur l'étape de cracking. Cependant, on sait que certaines réticulations, notamment les réticulations silanes, vont ramener beaucoup de silice, de silicium. Donc, ça veut dire comment dire, traiter ces huiles de pyrolyse. De toute façon, inévitablement, il faudra les traiter pour éliminer le silicium, parce que le silicium, c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop dans les vapocraqueurs, à ma connaissance. Donc, à mon avis, les PE réticulés pourraient passer en pyrolyse. Ce sera toujours un peu dépendant de quel type. Est-ce qu'ils passent tous correctement ou pas? Je pense que oui. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire, mais ça dépendra aussi peut-être un peu des technologies qui sont dispo. Ah, c'est David. Excuse-moi, David, je n'avais pas vu que c'était toi. Mais ça ne m'étonne pas de ta question, m'étonne pas. À ta connaissance, est-ce que quelqu'un travaille sur la voie gazéification pour retour vers les plastiques? Peut-être Axence. Peut-être Axence parce qu'il maîtrise des procédés en général de la pétrochimie. Fischer-Tropsch, Mm. c'est de la pétrochimie. Donc, probablement des pétrochimistes, ça pourrait être Axence. Mais j'ai pas d'infos particulières là-dessus. J'ai entendu une fois BASF faire une référence, mais sans expliciter, enfin sans détailler. Donc je ne sais pas si c'était juste une référence théorique ou un vrai projet. Ben, moi, je te dis, je pense que Fischer-Tropsch, il y a beaucoup de pétroliers qui y travaillent. Mhm. Mais de là à dire ça va s'implémenter,
Je ne sais pas te dire. Shell, je crois que j'ai entendu Shell aussi en parler un jour. Donc, je pense que les pétroliers, ils y réfléchissent. Regarde, ouais, regarde, mais Mais on rien, est il loin, y a hein. pas On de est quand même projet. Ouais. redescendu très, très loin, hein, Sophie. Mm, mm. Donc, à un moment où, en tout cas, pour le fuel, ils envisagent de passer plutôt à l'hydrogène plutôt que de rester sur du refaire. Ce serait un peu con de refaire, en fait, du carbone. Du plastique, ouais, c'est ça. Donc, Il vaut mieux aller directement sur l'hydrogène en produit de sortie. voilà. D'accord. Enfin, c'est un sentiment. C'est un Mm, sentiment. On va dire, c'est même pas encore une opinion, c'est un sentiment. Parce que ok. tu en as des étapes à remonter, hein, pour arriver jusqu'au monomère. Mm. Et on a une idée des coûts sur un procédé type Enerkem. Pas enfin, je les ai jamais, je m'y suis jamais intéressé, je t'avoue. La gasification, je m'y intéresse beaucoup moins parce que je reste très fortement dans la circularité. Mm. Et Oui. là, bon, on peut se poser la question de la circularité. Enfin, non, on ne se pose pas la question de la Non, circularité, on fait c'est des pas circulaire. produits. Là, c'est tout à Mais fait on de la descend quand même circulaire. très très loin. Ouais. Donc je pense, mon sentiment, pour moi, hein, et je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais quand je vous montre, voilà, aujourd'hui, résine par résine, on commence à avoir quand même des choses qui sont beaucoup plus circulaires. Donc pour moi, la gazéification, si tu veux, ce sera vraiment une fois que on a fait du recyclage mécanique, on a séparé les résines par résine pour le chimique, il restera les merdes, et là, les merdes, on pourra les gazéifier. Et on retrouve, alors je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais on retrouve des choses autour de la gazéification des CSR aussi. Il y a une question dans Oui, le chat, là. Je ne sais pas si la personne qui Dimitri. l'a posée, Dimitri, veut la poser. Avons-nous des exemples d'essais à l'échelle industrielle de passage d'huile de pyrolyse en vapocraqueur? Alors, il y a des exemples, C'est hein. c'est une Euh, très bonne question à laquelle je vais plus soir et je vais rajouter une question à la question. C'est quels sont les... Aujourd'hui, il y a de toute évidence une limite au pourcentage d'huile de pyrolyse qui sont acceptées dans les vapocraqueurs. À ton avis, c'est une question technique ou c'est une question de quantité disponible? les deux, mon capitaine. D'accord. J'aurais tendance à dire les deux. En fait, juste pour ramener dans le débat, le plus petit vapocraqueur, je crois, c'est 500 000 tonnes. Et les gros vapocraqueurs, c'est 1,5 million de tonnes. Si vous avez regardé tout à l'heure sur l'image que je vous ai présentée de ce qui se fait en France, hein, on est aux alentours de 15-20 000 tonnes. Pour être à l'échelle, il va en falloir. Si on regarde, j'ai plus d'idées de nos amis de Plastique Énergie en Espagne, mais je crois que c'est tout petit, peut-être 5 000 tonnes. Je vais regarder, je vais juste vérifier, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est 5 000 tonnes en Espagne. Euh, Plastique Énergie, entre 5 et 10 000 tonnes. Ils ont deux usines entre 5 et 10 000 tonnes. Donc, vous voyez, d'ici à ce qu'on arrive à avoir ne serait-ce que 500 000 tonnes dedans, les plus grosses usines de pyrolyse annoncées aujourd'hui, elles font 100 000 tonnes à peu près. En tout cas en Europe. Les plus grosses annoncées aux États-Unis, 400 000 tonnes, et ça n'a pas l'air de marcher terrible. Ça a été même retoqué pour certaines. Donc, tu as une limite, tu as déjà une première limite qui est une limite de quantité. Euh, Après, d'ici à être capable de mettre 500 000 tonnes, j'ai un peu de mal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de quantité essentiellement. Il y aura peut-être une question à un moment qui se posera de qualité, puisqu'on n'a pas à faire tout à fait un NAFTA, donc ce ne sera peut-être pas tout à fait les mêmes choses. Voilà. Si j'ai répondu, j'espère avoir répondu à la question. Donc, il y a eu des choses, mais c'est à chaque fois, en fait, moi, c'est ce que je reproche, hein. J'ai reproché à Yoplait, Total, Interplast, là, qui nous avait dit, regardez, on est trop fort, on a fait du PS contact alimentaire, mass balance. Bah, si vous avez mis 5% dans le vapocracker, en fait, vous avez comme si vous avez du vierge, quoi. Donc, je vois pas où est l'enjeu, quoi. Voilà. C'est là-dessus, je vois pas pourquoi ils ont fait une communication. Si c'était du mass balance, c'est 95%
de vierge. Et puis après, si vous avez en plus compris ce que je voulais dire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu tellement finalement comment dire, de, de contact alimentaire. Hein. On a pyrolysé, on a déglingué quasiment une grande partie des produits qui étaient un peu merdiques. On a ensuite purifié ça et ensuite on a passé dans le vapocracker. Vous avez vu la longueur de la purification du vapocracker, quoi. Donc, il y a pas, quoi. Et merci Milan, ça c'est mon étudiant Milan qui prévoit. Mais voilà, il y a Ineos, hein, mais pour l'instant, ils passent pas beaucoup. Alors pour Dimitri, pour répondre à ta question, en fait aujourd'hui, ils sont tous en train de passer, tous les pétroliers sont en train de passer des off-take euh, avec les pyrolyseurs pour capter et pour s'assurer de la ressource. Donc ça, il n'y a pas de. Aujourd'hui, ils sont sur le marché, ils achètent. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de contrats long terme. Vous avez vu les contrats. En fait, ce qu'on a vu sur le marché, c'est d'abord des contrats long terme d'achat d'abord, ils ont mis les pétroliers, ils ont mis des billes un peu partout, dans toutes les technos. Après, ils ont commencé à essayer de sécuriser leur gisement. Et après, ils ont fait des off-tech avec plein d'acteurs. Donc, ils essayent de récupérer l'huile de pyrolyse un peu partout. Vous avez peut-être vu, par exemple, récemment, je n'ai pas parlé de la pyrolyse des pneus, hein, mais BASF, par exemple, s'est engagé avec Pyrum Innovation là, sur la pyrolyse de pneus. Et Pyrum va créer des usines et un de ses bailleurs de fonds, c'est BASF, sous forme d'obligation. Donc, vous voyez, oui, non, il n'y a pas de problème. Ils veulent, au contraire, ils veulent le récupérer. Donc là, ils achètent. Basé où le projet BASF? Là, j'en avais pas entendu Pyrum, parler, le Pyrum, pyrolyse des pneus. Ils sont en Allemagne et en Europe de l'Est. C'est paru récemment, hein, Sophie. Je pourrais te retrouver le lien. En fait, Chemcycle chez BASF, c'est beaucoup d'huile de pyrolyse de pneus. Et puis après, ils ont des billes dans Quantafuel qui a son usine au Danemark et un projet d'usine en Angleterre. Le Y prix de a-t-il rachat d'une huile de pyrolyse. Ah, Tchéquie, merci Milan. Vous avez vu, c'est ma mémoire, Milan. Euh, alors, huile de pyrolyse, non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, à mon avis, ça doit être proche du NAFTA avec une markup. Donc, avec un coût supplémentaire. Ben oui, parce que comme maintenant on est sur une base aujourd'hui, demain, leur objectif, c'est de vendre plus cher tout ce qui sera d'origine recyclée. Hein. Donc aujourd'hui, l'huile conventionnelle, le NAFTA conventionnel sera moins bankable que l'huile de pyrolyse issue de recyclée. Parce que derrière, ils peuvent faire du mass balance et donc récupérer euh, des subsides supplémentaires. Surtout en particulier vis-à-vis des obligations qui arrivent hein, d'intégration de recyclé 2025-2030. Des obligations, il y en a partout maintenant. Je me posais la question de l'éligibilité de plastique issu de tri sur OMR pour des technos de pyrolyse. Euh, Est-ce que le niveau de souillure, mais c'est ouais, c'est peut-être trop précis pour que je puisse répondre. Est-ce que le niveau de souillure serait compatible avec les procédés? Je pense que dans ce cas-là, tu sais, tu fais un nettoyage. Hein. Tu es obligé de nettoyer. Hein. Tu feras un washing avant un pré-traitement avant. De toute façon, ça te permettra d'enrichir en PE, hein, Sophie.
Ouais, mais ça fait des coûts monstrueux en revanche. Parce que déjà le tri sur OMR, ça coûte un bras. Donc si tu laves en plus derrière, Enfin, ça dépendra, je te dis, ça dépendra du taux de souillure. Tu as vu en organique, si tu as un taux de souillure de 10%, ça marche plus. Donc sur OMR, à mon avis, en fait, il faut mutualiser. Je pense que dans ces cas-là, il faudra mutualiser ça avec d'autres choses. Il faut sortir le PE en même temps et vendre le PE à ceux qui font de la solvolise. le PET, tu veux dire. Le PET, pardon. Ouais. Excuse-moi. Et autre question, j'ai entendu parler d'un procédé sur les polyamides en thermolyse. Ça te parle? Alors, en thermolyse, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Aquafil, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Parce qu'on peut le faire, surtout sur les polyamide 6, en fait, quand tu les pyrolyses, typiquement, tu peux régénérer de la caprolactone. Caprolactame, pardon. Et donc, j'ai pas fait attention, en tout cas, aujourd'hui, à ça. Possible. C'est possible, hein. Techniquement, c'est possible. Maintenant, qui le développe, j'ai jamais vu. Milan, si tu nous entends, tu regarderas demain. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Bon, ben, dans ce cas-là, je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup, Arnaud, une fois de plus. Et donc, le support sera mis à disposition. Et pour ceux qui voudraient revisionner ou faire circuler la présentation auprès de collègues ou confrères, là, il y a la vidéo aussi qui sera disponible sur l'espace adhérent Fédérec. Voilà. Merci à tous. Merci à nouveau Arnaud. Merci Magali qui a Et on se remplacé retrouve. au pied levé Evalus. Evalus. Et puis on se retrouve avant la fin de l'année. J'ai oublié la date. Le 15, vendredi 15. Le vendredi 15, juste avant les vacances, juste avant la fin d'année, pour notre dernier webinaire. Ouais, ou là où on essaiera de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, prendre un peu de hauteur par rapport à tous ces process-là et regarder, essayer de comparer un peu les éléments, quelques éléments économiques, quelques éléments techniques, quelques éléments réglementaires et environnementaux. Voilà, il faut que je le finisse parce qu'il y a encore du boulot à faire là-dessus. Il y a un peu de boulot. Merci beaucoup. On donne du boulot à Arnaud quand même. C'est bien. Merci beaucoup à tous et à très vite. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.